Le changement climatique, une nouvelle menace importante pour la santé publique, nous l'avons dit un peu plus haut, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on estime que le coût des dommages directs pour la santé face à ce phénomène se situe entre 2 et 4 milliards de dollars par an d'ici 2030. Pour entrer plus en détail, je dirais, dans le débat, nous vous proposons de suivre ce reportage qui nous fait un peu le point des dommages causés par le changement climatique. Environ 400 catastrophes naturelles sont enregistrées en 2012, selon les classements effectués par la base de données internationale OFDA-CRED. En moyenne par an, de 2000 à 2012, plus de 220 millions de personnes ont été affectées par les catastrophes naturelles, qu'elles soient biologiques, climatiques, géologiques, hydrologiques et météorologiques. Et plus de 92 000 personnes y ont trouvé la mort. L'urgence a été donc pour les autorités de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université d'Abomey-Calavi de créer un master intégration régionale et développement. C'est un master qui, en réalité, est créé pour mettre à disposition les meilleures connaissances pour gérer durablement les risques, mais également donner des connaissances dans le développement local, en économie des transports et assurances, en cartographie des populations, en communication et relations publiques. Aujourd'hui, 25 techniciens sur 35 sont mis sur le marché pour prévenir et gérer les risques et catastrophes environnementaux. Nous avons les extrêmes qui créent des problèmes à nos différents pays et ces techniciens sont rompus à la tâche, pourront aider à réduire de façon substantielle ces différents risques ou les conséquences de ces risques de manière à permettre d'asseoir les bases de développement durable dans nos États. Les inondations et les tempêtes restent les catastrophes les plus fréquentes ces dernières années. Elles représentent plus de 60% des catastrophes naturelles dans le monde et il faut noter la part des épidémies qui est de 14%. Conséquence, le coût économique de ces catastrophes augmente et ce sont les pays les plus développés qui paient les plus lourds tributs économiques. Par exemple, ce graphe montre notamment l'impact économique de 1950 à 2012. Voilà un peu, très succinctement, ce qu'on peut retenir des dommages causés par les catastrophes, qu'elles soient naturelles, climatiques ou météorologiques, comme vous avez eu à le suivre à travers l'élément. Alors, pour approfondir le débat, j'ai sur ce plateau des techniciens en la matière, des climatologues, des environnementalistes, des agronomes, des spécialistes environnement et santé, à qui je laisse le soin de se présenter. Docteur Paul Tossa, présentez-vous aux téléspectateurs. Merci déjà de me recevoir et de me donner l'occasion de partager quelques éléments sur un sujet aussi important, mais qui est quand même assez méconnu des populations. Donc moi je suis docteur Mohamed Paul Tossa, je suis médecin de santé publique, spécialiste de l'environnement santé et également toxicologue. Toxicologue, et il faut également noter que c'est pour l'enrichissement, je dirais, participer à cette émission que vous avez fait le déplacement depuis Paris pour ici. On vous remercie déjà. Merci pour le déplacement. Alors à vos côtés, je crois, nous avons le docteur Yetonyon Ahaouidji, bien prononcé. Oui, présentez-vous plus amplement. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie pour l'invitation. Moi, c'est docteur Yetonyon Ahaouidji. Je suis zootechnicien, chercheur au laboratoire des pharmacologie de santé animale. Donc, nous travaillons aussi sur l'interaction entre changement climatique et production animale. Donc, pour avoir plus d'éléments pour lutter contre le phénomène. D'accord, parce que lorsqu'on parle de santé, il n'y a pas que les êtres humains. Non, il y a aussi les animaux. Les animaux. Oui. Juste derrière vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis Darbo Emmanuel, ingénieur en environnement, intéressé par les questions de gestion intégrée des ressources en eau et changement climatique. Climatique, d'accord. Passez le micro juste à vos côtés. Oui. Merci. Moi, c'est Brice Sourou. Je suis doctorant climatologue. Je suis aussi cartographe et j'estime que ce serait l'occasion pour moi et pour chacun de nous de pouvoir contribuer donc à l'explication de ces changements climatiques. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, on revient vers notre spécialiste en environnement santé. Lorsqu'on parle de changement climatique, on a eu plus amplement, je dirais, ce qu'on peut savoir de la chose, mais sur son rapport avec la santé, qu'elle soit humaine, animale, végétale,
Quel lien pouvons-nous faire? Le changement climatique, alors moi je vais plus aller sur le... Parce qu'effectivement, le changement climatique, c'est peut-être un mot qui peut regrouper beaucoup de choses, mais moi je vais plus aller sur le réchauffement climatique. Alors, comme on a la chance d'avoir sur le plateau un climatologue et puis des personnes qui sont spécialisées, qui sont plus spécialistes de la question, ils vont peut-être aborder les autres aspects de ce changement climatique. Moi, en tant que médecin et parlant du réchauffement climatique, les conséquences en fait sont diverses et variées. Hein. Les conséquences peuvent être assez nombreuses. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi en 2003 l'extrême vague de chaleur qu'il y a eu en France. Donc, on avait parlé de canicule. Vraiment. Mais on en a beaucoup parlé un peu partout dans le monde parce que ça a causé 70 000 décès supplémentaires quand même. 70 000 décès supplémentaires chez les personnes âgées qui sont isolées généralement parce que c'est quand même un pays où effectivement on peut avoir ce genre de choses. Et on nous dit aujourd'hui qu'entre 2030 et 2050, on doit s'attendre à près de 250 000 décès supplémentaires par année. Ah oui, parce que les conséquences, ça ne va pas être uniquement sur ce que je vais dire tout à l'heure en parlant de la canicule, mais les conséquences, ce sera également ça va toucher, là je l'ai entendu tout à l'heure dans l'élément, les épidémies, ça va être la malnutrition, voilà. Donc il y aura beaucoup de causes qui vont contribuer justement à ce chiffre que vous avez donné. Alors, donc quand moi je parle de réchauffement climatique, vous avez l'extrême chaleur. Alors, on parle de ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Alors, les îlots de chaleur, on ne les a pas trop ici parce que déjà on est dans un pays chaud. Et donc du coup, même quand on les a, on fait moins attention en fait à ça, on va dire. Mais vous avez quand même des températures extrêmes qui peuvent générer du stress au niveau de l'organisme. Alors, qui dit température extrême dit des troubles au niveau, par exemple, cardiovasculaire, respiratoire, chez des personnes qui sont déjà fragiles à ce niveau-là. Des gens qui ont des antécédents, par exemple, sur le plan cardiaque, des antécédents sur le plan respiratoire. Hein, on va leur dire, par exemple, quand il fait très chaud, et c'est la consigne souvent en été aujourd'hui en France, quand il fait très chaud, on demande à ces personnes-là, par exemple, de ne pas sortir de chez eux, de rester dans des endroits. Ça dit que là, quand il fait très chaud, plus rien ne fonctionne et chez vous, en tout cas, en France, chez eux là-bas. Oui, voilà. si, ça fonctionne. Mais en fait, c'est des conseils parfois de bon sens. On peut dire, par exemple, aux gens qui font des activités physiques, des gens qui courent, par exemple, d'éviter les heures très chaudes de la journée, hein, parce que c'est à ce moment-là que vous allez avoir également, bon, pour revenir sur une autre conséquence dont je voulais parler, c'est que quand vous avez des températures extrêmes comme ça, vous avez l'augmentation également de la quantité d'ozone dans l'air. Et l'ozone également ne fait pas du bien au système cardiovasculaire et respiratoire, notamment chez les personnes âgées. Et donc, on demande souvent aux gens, même les jeunes, hein, qui sont bien portants, parce que quand vous faites une activité physique, le volume d'air que vous inhalez est beaucoup plus important et donc vous inhalez beaucoup plus de polluants, en quelque sorte, quoi. Alors, autre chose qui peut être liée aux températures extrêmes, c'est plus un risque biologique, c'est les allergies. Vous pouvez avoir par exemple dans l'air une augmentation du pollen qui va augmenter dans l'air. Donc vous allez avoir, ça c'est quelque chose qui est connu, hein, vous allez dans les services d'accueil des urgences, autant urgences pédiatriques ou urgences adultes. Dans cette période, on reçoit beaucoup d'enfants ou d'adultes fragiles qui viennent pour des crises d'asthme. C'est-à-dire qu'il y a une exacerbation et puis une augmentation de l'incidence des crises d'asthme chez ces personnes. Mais tout ça a un rapport avec le changement climatique. Tout ça a un rapport avec la chaleur extrême. Okay. Voilà, là, pour l'instant, je parle de chaleur extrême. Mais après, vous allez avoir des conséquences sanitaires du changement climatique qui vont être liées, par exemple, aux catastrophes, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez une augmentation dans le monde, par exemple, des catastrophes climatiques extrêmes. Là, tout à l'heure, on a parlé d'inondations. Oui. Vous avez une modification des précipitations, donc effectivement, avec des inondations. Et qui dit inondation, dit contamination des ressources en eau potable, donc une augmentation des maladies d'origine hydrique, donc les maladies transmissibles. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que ces maladies sont à l'origine, alors j'ai plus vraiment le chiffre en tête, mais c'est des milliers de morts d'enfants de moins de 5 ans pour maladies diarrhéiques.
Docteur, bon, je préfère Yetonyo, mais vous allez me dire que là, c'est votre prénom. Je vais essayer Ahoweji. Oui. C'est mieux, ainsi. Alors, quand on parle de changement climatique, on le fait souvent par rapport aux animaux. Voilà, aux animaux, à l'agriculture, ni à la santé humaine, mais beaucoup plus à l'environnement. Oui. Mais lorsqu'on vient dans votre domaine à vous, toujours est-il que c'est un cercle. Lorsqu'on parle d'environnement, de production animale ou agricole, c'est que c'est toujours la santé humaine. C'est toujours la santé humaine. Qui reçoit le coup. Oui, parce que en réalité, les humains se nourrissent des animaux, des plantes. Si ces derniers ont des problèmes, les humains aussi auront des problèmes. Quand on parle de changement climatique en général, je vais revenir sur ce que le docteur Tossa a dit. En réalité, le phénomène le plus important que nous observons d'un premier abord, c'est le réchauffement climatique. Tout à fait. Et ce réchauffement climatique induit une modification du couvert végétal. Et nous savons que les animaux consomment les herbes. Nous n'élevons pas les carnivores, nous élevons surtout des herbivores. Les herbivores conservent les herbes. Si il y a une modification au niveau du couvert végétal, il y aura une modification au niveau de l'alimentation de ces animaux, ce qui va agir sur leur santé. Pour preuve, quand on parle de vecteurs, vous savez, il y a les parasitoses gastro-intestinales. Il y a chez les humains aussi, on souffre de ça aussi. Maintenant, avec le réchauffement climatique, ces parasitoses vont se multiplier beaucoup plus vite dans la nature. Ce qui veut dire que les animaux seront soumis à une infestation beaucoup plus élevée que d'habitude. Et ce faisant, ça veut dire que la viande qu'on a sera une viande qui sera 2 fois parasitée. Vraiment. Ce qui fait que les humains sont 2 fois plus exposés aux kystes de parasitose. Et on sait que le ténia fait beaucoup de dégâts. Oui. Le ténia du porc est beaucoup plus dangereux parce que lui, il quitte l'estomac pour passer dans le foie, il passe dans le cœur, et parfois il va dans le cerveau aussi. Ce qui fait que c'est carrément mortel. C'est seulement le ténia des ruminants qui reste seulement dans le tractus digestif des humains. Quand je laisse les parasitoses gastro-intestinales, vous avez aussi le fait que une température élevée empêche les animaux de suivre normalement le cycle de croissance. De croissance, voilà. Parce que les jeunes sont plus vulnérables aux températures élevées, ils ont une mortalité. Les femelles, face aux températures élevées, auront une fertilité faible. Ce qui fait que le paysan qui élève aura une productivité moindre. Donc, les hautes températures affaiblissent le paysan, au moins du point de vue monétaire. Oui. S'il a moins d'argent, il va moins se soigner, il va moins se nourrir, il sera beaucoup plus vulnérable. Donc, les hautes températures affectent tout le système, puisque nous savons que nos économies sont essentiellement basées sur la production primaire, c'est la production agricole et la production végétale. Donc, si le paysan est faible, il ne pourra pas produire, ce qui fait qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour les villes. Vraiment. Donc, le pays va encore importer beaucoup plus d'aliments. Pour preuve, que le Sénégal importe pour 110 milliards par an de lait et pour plus de 170 milliards de riz et de céréales. Ce qui veut dire que, alors que tous nos pays dans la zone UEMOA, nous avons pratiquement les mêmes statistiques. Voilà. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce stade-là pour parler du changement climatique? Je vais m'adresser à notre climatologue. D'abord, nous vivons au niveau de la troposphère, qui est la plus basse couche de l'atmosphère. Oui. Et aux altitudes moyennes, les gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre vont s'y accumuler. Ils ont un effet qu'on appelle effet de forçage radiatif positif, c'est-à-dire quoi? Le soleil intense entraîne l'accumulation des rayons ultraviolets au niveau du sol. Et ces rayons ultraviolets seront renvoyés vers les hautes et moyennes d'altitude. Et nous avons un certain nombre de gaz qui, au fait, permettent l'équilibre de la température au niveau de la troposphère, là où nous sommes actuellement. Oui. Donc, au lieu qu'on soit à moins 18, on est à 15, plus 15. Au départ, c'était ça. Mais à cause donc de l'industrialisation, du transport, des activités humaines, de l'élevage, ces gaz sont en pleine quantité au niveau donc des hautes altitudes. Et quel est leur effet? Ils renvoient, c'est ça qu'on appelle forçage radiatif, ils renvoient ce rayon ultraviolet là au niveau de la tropopause, là où nous sommes. Du coup, il y a le phénomène de réchauffement climatique. Il faut aussi ajouter à ça le fait qu'il y a des trous dans la couche d'ozone. Et puisqu'il y a des trous dans la couche d'ozone,
l'ensoleillement est d'autant plus intense. Et cet ensoleillement d'autant plus intense va augmenter les rayons ultraviolets au niveau de la tropopause, là où nous sommes, qui va augmenter la température atmosphérique. Du coup, il y aura les déglaciations polaires, la fonte des glaciers au pôle, et cette fonte des glaciers au pôle va entraîner l'augmentation du niveau de la mer, ce qui va entraîner les transgressions marines, les transgressions, c'est-à-dire l'augmentation du niveau de la mer vers les côtes, et là, vers les continents. On en vit déjà au Bénin. Et là, on court... L'avancée de la mer, comme on le dit. L'avancée de la mer. Oui. Et du coup, il y a la salinisation, c'est-à-dire la quantité de sel s'augmente au niveau des zones humides côtières, alors que la convention Ramsar, dont le Bénin a signé, protège ces zones humides. Du coup, il y aura de l'influence sur l'homme, les écosystèmes et l'agriculture. Voilà. Par rapport à ce même changement climatique, qu'est-ce que nous observons au Bénin? Nous sommes en pleine saison pluvieuse et nous avons un déficit pluviométrique en avril. Au sud Bénin et en avril-mai au nord Bénin. Ce déficit pluviométrique entraîne l'aridité. L'aridité, donc, il y aura peu d'eau aux états de surface. Qu'est-ce que l'aridité va à son tour entraîner? L'aridité va entraîner un conflit tant au niveau des hommes que entre l'homme et les animaux. Les animaux qui sont des vecteurs de maladies, on peut être surpris aujourd'hui, on n'a pas la preuve directe, mais ça a été écrit dans des documents de climatologie, que des maladies à vecteurs, dont l'Ebola, peuvent être transmis par les animaux au niveau donc des plans d'eau. Est-ce qu'on doit dire que pour chercher la source de l'Ebola, c'est qu'il faut voir le réchauffement climatique? Il faut toujours tenir compte de l'actualité du réchauffement climatique parce que il s'explique que le vecteur, si nous prenons les rats, va transmettre tout simplement, à cause donc de l'absence de l'eau, à la conquête de l'eau, va transmettre tout simplement le virus à l'eau. Il y aura contact entre l'homme et l'eau. Et du coup, il y aura beaucoup de maladies. Vraiment, vraiment. Mais vous nous avez exposé assez de choses, mais là, il faut reconnaître, comme le dit ici le dernier rapport du groupe, je vais essayer de lire rapidement, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GUEC, qui confirmait qu'il existait des preuves écrasantes que l'activité humaine agissait sur le climat de la planète et a souligné que cela avait de multiples incidences sur la santé humaine. Alors, vous, environnementalistes, quels sont ces types d'activités-là que nous menons, nous, et qui, là, parce qu'on nous parle souvent des industriels, mais il n'y a pas que ça. Merci. Il n'y a pas que ça, comme vous l'avez dit. Changement climatique induit, disons, si je dois le définir suivant la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est l'ensemble des changements du climat observés et imputables à l'activité humaine. L'activité humaine, disons, changeant l'atmosphère de la Terre et qui s'ajoute à la variété naturelle de la planète. Dans son mouvement, dans les différents cycles climatiques de la planète, il y a une variabilité normale. Mais cette variabilité-là a été exacerbée par l'action des industriels, production de CO2, par les industriels, par l'exploitation du pétrole, de l'industrie fossile. Mais en plus de ça, nous avons l'augmentation du parc automobile, les productions de pots d'échappement, avant que l'évolution de la technologie en soit arrivée à produire, disons, des gaz d'échappement plus propres. Et nous ayons l'invention des moteurs hybrides, voilà, on parle d'à 4 ans, voilà. Avant d'arriver à ce niveau-là, il y a tous ces facteurs, en plus de l'élevage, tel que le zootechnicien l'a dit tout à l'heure. Voilà, le zootechnicien, oui. L'élevage participe à cette augmentation, à ce changement climatique-là, parce que les ruminants, dans leur activité de rumination, produisent du méthane, produisent du gaz. Ce gaz-là, méthane, bien qu'il soit moins producteur de chaleur que le CO2, est tout aussi nocif parce qu'il n'est pas consommé directement par la nature.
Le CO2 produit dans différentes activités par notre respiration, la production industrielle, ainsi de suite, tout ce que nous pouvons mettre dedans, est au moins compensé, est au moins consommé par les massifs forestiers, les prairies, transformé par les plantes dans leur, disons, et intégré par leurs racines ensuite. Là, je comprends que tout le monde mène ses activités, mais tout le monde critique encore le changement climatique, alors que ce sont ces activités-là, je crois, qui participent aussi au changement climatique. Est-ce à dire que nous devons tous rester au repos et bénéficier d'un bon climat? Non, mais en fait, il faut faire les choses de façon un peu raisonnable, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont utiles. Quand vous êtes vraiment sur quelque chose d'utile, qui apporte quelque chose effectivement à la population, oui. Mais lorsque vous êtes sur quelque chose qui n'apporte pas effectivement grand-chose, il faut toujours mesurer les risques. On ne vit pas dans une bulle, de toute façon. Dans tous les cas, vous savez, le CO2, le gaz carbonique dont il parle, ça se retrouve naturellement dans l'air. Qu'il y ait de l'activité humaine ou pas, ça se retrouve dans l'air. Alors, le point sur lequel moi je voulais insister, c'est qu'on est dans un pays où l'énergie électrique compte pour à peu près 2% de la quantité d'énergie consommée. Et l'énergie majoritairement qui est utilisée dans notre pays, c'est le bois énergie, et avec le charbon, le bois, et puis après le pétrole qui arrive en deuxième position. Et ce sont quand même autant de facteurs qui rejettent énormément de gaz carbonique dans l'environnement et qui peuvent contribuer tout simplement à augmenter la température de la planète. Mais on ne peut pas arrêter de vivre de toute façon. Voilà. Là, un problème se pose, mais avant même de poursuivre, je vais nous proposer de suivre cet élément qui nous présente un peu les actions, je dirais, qui nous montre, je dirais même que les autorités, même au plus haut niveau, pensent à la chose, surtout au niveau de la pollution de l'air. On va suivre ce reportage-là, voilà, présenté par William Apollinaire Chouki. Et on revient. Le niveau de benzène dans l'atmosphère est 10 fois supérieur à la norme. C'est ce que révèlent les études menées par les chercheurs béninois. Des résultats d'enquête qui doivent faire tiquer plus d'un, mais contre toute attente, personne ne s'inquiète de la situation. De l'essence frelatée vendue aux abords de nos artères, des sachets plastiques utilisés pour le feu, de l'huile de vidange déversée dans la nature, autant de polluants que la population inhale, avec des conséquences drastiques sur l'environnement et la santé humaine. La pollution de l'air, vous-même, vous vivez à Cotonou, vous savez de quoi il s'agit. Vous êtes confronté à cette pollution quand vous êtes en moto au milieu de la circulation automobile. Vous y êtes confronté, vous n'avez peut-être pas conscience de l'impact que cette pollution exerce sur votre santé. Nous aussi, nous polluons l'environnement. Regardez ceci par exemple. C'est l'image d'un système qui dégage des fumées avec à côté des habitants. Les incinérateurs de ce genre-là sont interdits ailleurs. Mais c'est ce que encore nous utilisons ici. Ça n'existe plus ailleurs. Mieux, lorsqu'il n'y a pas d'incinérateur, on préfère les brûler à côté des maisons. Toute chose, si nous laissons ce volet-là, nos artisans, lorsque l'on prend le cas de la peinture, il n'est pas rare dans nos quartiers de voir s'installer des personnes qui donnent une deuxième vie à des vieilles voitures importées d'Europe. Des peintures vinyliques, acryliques, des polluants qui vont persister dans la nature avec aussi des effets néfastes sur la santé. C'est des choses qu'il faut savoir parce que un beau matin, un parent se plaint ou il va à l'hôpital, on lui parle du foie. Et chemin faisant, quelques années après, on lui parle de cancer du foie. Il se demande, mais d'où ça vient? Il y a multiples causes. Je vous dis là, une cause à travers cette pollution-là que nous vivons. L'autre source de pollution de l'air est le transport, avec la multiplication des conducteurs de taxi-moto utilisant pour la plupart des huiles usagées de l'essence frelatée pour leur moteur. Le transport en commun n'existe pas. Ou le transport en commun a existé, mais a disparu chaque fois que cela a existé.
Si bien que des années durant, nous sommes encore à ce mode de transport avec des fumées de ce genre-là et qui font sortir certains produits, dont des particules, et également des produits chimiques, des dérivés de benzène par exemple. Ces mêmes études menées dans certaines cités urbaines ont montré, après examen, que beaucoup de conducteurs de taxi-moto ont des brins d'ADN cassés sur certains gènes. Nous avons trouvé qu'il y a certaines perturbations sévères au niveau de sang de ces transporteurs-là. Et ils le savent. Certains ont même démissionné. Si vous interrogez leurs responsables, ils ont abandonné. C'est même dans cette salle-là que nous travaillons avec eux périodiquement. C'est que c'est une situation importante. La question de la qualité de l'air constitue une problématique prioritaire au plan international, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. La pollution de l'air, un problème de santé publique, s'observe dans les maisons, à l'intérieur des bâtiments, au sein des entreprises, bref, dans la nature ambiante. Merci à vous, William Apollinaire Tchoki, qui nous a présenté, je dirais, de long en large, les conséquences de la pollution de l'air sur l'environnement, sur la santé des populations. Mais docteur Paul, beaucoup plus, quel type de population est, je dirais, beaucoup plus affectée? Parce qu'on nous parle des pays développés, mais dans un autre sens, on nous parle des populations qui vivent dans les zones côtières, des populations moins développées, qui sont beaucoup plus concernées par le changement climatique. Pas le changement, conséquences. Alors, je pense que ça dépend de la conséquence dont on parle, en fait. Pour tout ce qui concerne, par exemple, les maladies hydriques dont je parlais tout à l'heure, donc les diarrhées, et puis ou les maladies même à vecteurs, vous allez avoir une forte population quand même d'enfants, généralement en dessous de 5 ans, qui payent quand même un lourd tribut à ces maladies. Après, quand vous prenez par exemple les températures extrêmes, comme je disais, mais ça va être plutôt les personnes âgées qui ont déjà un terrain fragile sur le plan respiratoire ou cardiovasculaire. Là, c'est si je prends les maladies, mais après, si vous prenez les catastrophes avec les déplacements de population, je pense que dans le premier élément qu'on avait vu, il disait que c'était plutôt les pays comme les États-Unis qui payaient le lourd tribut. Mais il y a des conséquences quand même où c'est plutôt les pays en voie de développement qui vont payer le lourd tribut. Les cas de malnutrition, par exemple, il a parlé d'aridité, mais vous avez des cas de sécheresse extrêmes qui vont conduire à la famine, par exemple, et c'est les pays en voie de développement qui vont vraiment payer le lourd tribut. Voilà. Ben là, elle a dit, bon, si je comprends bien ce que vous dites, là, c'est le monde entier. C'est le monde entier qui est concerné par le réchauffement climatique. Chaque zone avec ses conséquences, en fait. Tout à fait. La personne n'est épargnée. Alors, vous avez le tsunami, par exemple, comme ils en ont connu encore récemment. Alors, je ne sais plus, en tout cas, c'est en Asie du Sud-Est. Au Népal, voilà, c'est ça, au Népal. C'était un tremblement de terre. Alors, c'était en Indonésie qu'il y avait eu un tsunami, mais le tsunami au Japon, à Fukushima, qui a entraîné. Mais tout ça, c'est des catastrophes tout simplement naturelles. Hein. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, le pays est en reconstruction. Le pays est toujours en reconstruction. Alors, on ne va pas parler des conséquences liées à la radioactivité parce que sinon on n'est pas sorti. Assez de conséquences, vraiment assez. Oui, il y a beaucoup de conséquences. Alors, je pense que nous, dans nos pays ici, ce que moi je vois après, les amis sur le plateau peuvent peut-être le confirmer, mais en termes de catastrophes naturelles, c'est plus les déplacements de population liés par exemple à la montée des océans et puis les cas de sécheresse extrême avec la famine et puis la malnutrition qui peut arriver derrière. Voilà. Et c'est plus ça que je vois. Et il faut dire alors qu'on n'est pas suffisamment outillé. Hein. Alors j'étais content de voir tout à l'heure qu'il y a un master qui a été mis en place où on commence à former des gens pour faire face à ces conséquences. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit suffisamment outillé pour faire face aux conséquences. Alors si il y a une leçon à tirer de ce qui s'est passé dans Ebola, c'est qu'il faut qu'on revoie nos systèmes de veille et de surveillance sanitaire dans les pays. Mais déjà au Bénin, à quoi la population béninoise peut-elle s'attendre comme conséquences?
Parce que là, je crois que tout y est. On parle de pollution de l'air, on nous a montré des exemples au Bénin, on parle d'avancée de la mer, nous en avons au Bénin, c'est que là, quelles dispositions prendre? Puisque là, la population, je crois, c'est elle qui est beaucoup plus ciblée. Oui. Alors, en termes de dispositions, aujourd'hui, moi, je vois ça de deux ordres, en termes d'organisation. Il y a ce qu'on appelle en fait l'organisation des systèmes de secours. Vous avez des systèmes de secours qui sont mis en place pour faire face aux catastrophes naturelles. Quand il y a une inondation quelque part, ou il y a un tremblement de terre, alors on n'est pas dans une zone à risque sismique, mais lorsque vous avez des catastrophes naturelles comme ça, généralement vous avez des équipes qui sont préparées avec des plans, généralement au niveau du ministère de l'Intérieur, qui déclenchent en fait ce qu'on appelle le plan, je ne sais pas, grande chaleur, plan ceci, plan cela. Et vous avez des personnes formées, entraînées. Ce que je suis en train de dire, je ne sais pas si ça existe au Bénin. Si ça existe au Bénin, voilà. Je ne sais pas si ça existe au Bénin. Mais je pense qu'il faudrait voir la chose vraiment de deux ordres. Parce qu'une fois que les conséquences sont là, il faut faire face. Et donc, il faut des équipes avec un plan bien prédéfini, des personnes entraînées. Et quand je dis entraînées, en France, par exemple, si vous voulez, moi j'avais fait partie à un moment donné de l'équipe risque chimique majeur. On n'était pas très nombreux en France à faire ça à l'époque. Et on faisait ce qu'on appelait le plan blanc, opération plan blanc. C'est-à-dire qu'on simulait une catastrophe et on testait la réactivité de l'équipe si jamais la chose se passait réellement, comment l'équipe pouvait réagir. Et donc, ce sont des opérations qu'on mettait en place avec les médecins du SAMU, avec les pompiers. Et c'est quelque chose qui marchait bien. Et ça fait que, justement, quand les gens sont effectivement confrontés, ils sont à même tout de suite de pouvoir réagir. Alors, donc, je pense que ce genre de système doit pouvoir quand même être mis en place. Après, le risque, je ne sais pas si le risque est suffisamment important dans nos pays pour qu'on y investisse. Alors, la deuxième chose, ça va être tout simplement est-ce qu'il faut vous demander que vous ne savez pas si le risque est suffisamment important pour qu'on y investisse? Est-ce qu'il faudrait attendre que le risque soit vraiment important avant d'investir? Non, il y a des risques d'inondation de toute façon avec les maladies. En même temps, on nous a parlé que nous sommes dans la zone rouge. En même temps, tout le monde s'attendait aux inondations. C'est vrai, ça a commencé dans le Mono, dans la vallée, tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà prendre des dispositions? Vous nous avez fait des propositions. Oui, il y a des dispositions qui ont été prises par rapport aux inondations. Voilà pourquoi on n'a pas constaté autant la chose. Au fait, après la dernière inondation d'il y a 2 ou 3 ans, je crois, où il y avait des milliers de déplacés. C'était en 2011, je crois, un peu avant les élections. Tout à fait. Voilà, c'est que l'État avait pris des dispositions avec la direction de la protection civile, avec le PUGEMU, je crois, si je me rappelle, si je ne me trompe pas, et ils ont commencé par sensibiliser ceux qui habitaient les zones inondables. D'accord. Mais est-ce qu'à cette étape-là, on nous dit, mais 2030, c'est vrai, c'est loin, mais ce n'est plus loin. On doit s'attendre à près de 250 millions. Je crois qu'il y aura également des Béninois. Certainement, ce qu'on ne souhaite pas. Mais est-ce que nous sommes encore à l'étape de sensibilisation? Devons-nous encore être à l'étape de sensibilisation? C'est de ne pas habiter là où l'eau peut venir, c'est la solution. Oui. Carrément, il ne faut pas habiter là. Voilà. Et là, on est les zones où c'est moins à risque que d'autres et dire aux populations, attention, là c'est inondable, n'habitez pas là. Mais on génère d'autres problèmes derrière. Il faut aller expliquer aux gens de partir. Voilà, est-ce facile de quitter? C'est pas toujours facile. En fait, il y a des... Mais ce qui est sûr, si elle ne quitte pas la population, c'est que c'est leur santé qui est en jeu. Oui, mais vous avez, alors par rapport, là je parle de l'avancée de la mer par exemple, où je sais qu'en France, ils ont construit des digues carrément pour empêcher à un moment donné la mer d'avancer. Donc, mais ça, c'est des choses qui coûtent quand même extrêmement cher aussi. L'épine dorsale. Voilà, au Bénin aussi, l'épine dorsale, voilà. L'épine de Siafato, tout et tout. Mais je crois que là, c'est beaucoup plus du côté environnement. Parce que le projet épine dorsale inclut Alors, épine dorsale, qu'est-ce que ça a à voir avec... Oui, c'est pour empêcher l'avancée de la mer dans la zone avant le port autonome de Cotonou, puisque la mer avance beaucoup plus là-bas que de l'autre côté.
Donc avec le fonds, je crois que c'est le fonds Coïtine, je crois. Fonds Coïtine, tout oui, à fait. Ils sont en train de construire ça depuis un certain nombre de temps. Je ne sais pas s'ils ont fini ou pas. Vous voulez ajouter quelque chose, oui? Oui. À ce niveau-là, Oui. il y a non seulement le plan purement environnemental, mais il y a aussi l'action de l'homme, puisque la création de ce port autonome-là, du port autonome, a faussé un peu, quelque peu, le mécanisme de circulation de l'eau qui n'obéit qu'à sa propre loi, a forcé le passage et s'est déversé sur les terres. Un exemple, c'est les effets du port autonome, les effets de cette érosion-là, se ressentent jusqu'à Grand Popo, parfois même jusqu'à la frontière du Nigeria. À Grand Popo, disons, il y a une dizaine d'années, des habitations qui étaient encore présentes sur 1-2 kilomètres n'existent plus aujourd'hui. Des cimetières, disons, divers éléments à la télé montrent que des cimetières sont dévastés, les populations, même à un moment, ont dû déterrer les restes de leurs parents pour pouvoir les réenterrer ailleurs. En fait, c'est tout un drame. Ah ben, je viens devant notre zootechnicien. Au niveau de la santé animale, végétale, quelles dispositions pouvons-nous prendre? Puisque là, nous avons la malnutrition et autres. Quelles dispositions prendre? Effectivement, à ce propos, il y a des travaux qui ont été faits. En ce qui concerne les animaux, le plus important, c'est de leur assurer une bonne alimentation. Parce que, mais en quoi faisant? En leur donnant des rations complètes. Un animal, ce n'est pas seulement... Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? D'habitude, nos parents ont des troupeaux, ils ont des animaux à la maison, ils les laissent en divagation, ils mangent ce qu'ils peuvent manger. Le soir, au retour, on leur donne le reste de cuisine. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'élevage. Dans ces conditions, si on continue comme cela, les animaux seront vulnérables au changement climatique et ne pourront pas donner une certaine production. Donc, il est impératif de mieux nourrir les animaux. Si nous voulons vraiment continuer par nourrir la population avec nos productions locales, il faut qu'on nourrisse mieux les animaux. Il faut qu'on quitte la production extensive à une production intensive. Ceci se fait déjà quand on prend la production d'œufs de table, les poules pondeuses, les poulets de chair. De plus en plus, c'est une production intensive qui s'installe. Mais en ce qui concerne les ruminants et autres, elle est encore beaucoup plus extensive. Mais il y a quand même quelques notes positives. Il y a beaucoup plus de privés qui s'installent, qui prennent des races exotiques et qui les enferment quelque part, qui leur donnent à manger normalement et tout. Donc, le pays doit mettre en place un système pour pouvoir mieux nourrir les animaux d'élevage, pour pouvoir venir en appui aux populations pastorales qui sont en majorité des pulls et les gandos, qui va devoir aider aussi les producteurs dans les villages pour qu'ils puissent mieux prendre en charge leurs animaux, pour avoir une meilleure productivité et aussi un meilleur rendement au niveau des zones rurales. Le climatologue, quel comportement, je vais vous demander, les populations doivent adopter aujourd'hui face au changement climatique, puisque je crois qu'il faut modifier aujourd'hui ses comportements. Merci. Je crois que il faut améliorer un certain nombre de comportements. Je vais donner l'exemple de 2 articles qu'on a publiés récemment. Les dioxines qui proviennent des hydrocarbures et qui sont en quantité 10 fois plus élevée que ce qui est recommandé à l'OMS dans les viandes grillées exposées à Cotonou. Et plus nous tendons vers le centre-ville de Cotonou, plus la teneur en dioxine se multiplie par 2. Et là, nos vendeurs de tchatchanga, ils sont pleins là. Et nous aussi, nous aimons tellement nous arrêter pour prendre quelques très cancérigène. Rochettes, oui. L'intoxication chronique, on ne va pas attendre les 2000 et quelques. L'intoxication chronique va entraîner le cancer, la leucémie chez beaucoup de personnes. Alors, en termes de comportement, il faudra donc conseiller aux populations d'éviter de consommer des aliments qui sont purement exposés au gaz volatile, donc au bord de la rue. Il y a aussi quelque chose que je voulais compléter. Au centre Bénin, il y a un phénomène de sahélisation qui est en train de se proliférer. Il y a certaines espèces qu'on retrouve dans le désert, le Sahel, qui sont en train de se proliférer. Des espèces de la famille des Combritacées et des Mimosacées. Et le cas, c'est le Cyanotis lanata. Du coup, pour mieux alimenter même nos animaux, on a besoin des végétaux.
Vraiment. Seuls les végétaux se nourrissent du carbone minéral pour le transformer en carbone organique. Nous consommons le carbone organique. Aussi, il y a des animaux qui consomment directement. Du coup, pour conseiller les populations qui sont au centre Bénin, il faudra forcément lutter contre l'érosion. Un aménagement anti-érosif, parce que c'est le décapage des horizons superficiels du sol qui va entraîner un biochangement climatique. Et ce biochangement climatique entraîne donc la prolifération de ces espèces. Aux agriculteurs, nous allons donc les conseiller, puisque notre agriculture est quasiment une agriculture pluviale et saisonnière, nous allons quasiment conseiller tant aux politiques qu'aux agriculteurs de tenir compte donc des changements spatiaux qui sont en train donc d'avoir lieu au niveau de la pluie, puisque la quantité de pluie, les études, voilà, c'est là. Les études ont montré que sur toute l'étendue du territoire national, et plus nous tendons vers le sud-est du Bénin. Je crois que essayer de rapprocher cela un peu, voilà, beaucoup plus haut pour qu'on puisse voir. Voilà, plus nous tendons vers le sud-est du Bénin, plus la quantité de pluie qui tombait diminue près d'un dixième de fois. Donc, du coup, il faudra conseiller aux agriculteurs de tenir compte donc, des prévisions climatiques pour pouvoir mieux s'attendre à de bons rendements. Il faut aussi conseiller aux politiques d'investir en termes d'aménagement hydro-agricole pour pouvoir donc mieux s'adapter au changement climatique. Mais vous, climatologue, qu'est-ce que vous faites dans ce... Oui, le docteur, ça va pas aller tout... Oui, vous voulez tous réagir un instant. Vous, climatologue, que faites-vous dans ce sens? C'est vrai, vous avez fait des propositions, mais vous n'êtes pas là que pour nous dire, voilà, le changement climatique, c'est dû à vos comportements. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Nous sommes d'abord pour le moment... Dans les recherches. Dans la recherche. Oh, ben dis donc, nous avons tellement entendu ça, les recherches, mais les recherches, malheureusement, ne réduisent pas le taux de mortalité. Ça ne réduit pas, mais s'il vous plaît, je crois ceux qui connaissent le professeur Pierre Pagny, c'est un grand climatologue et français. Le président de la République l'appelait par son numéro privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment que les politiques tiennent compte des résultats scientifiques pour pouvoir donc améliorer le mode de vie. La preuve, sur le terrain, les gens mettent du bromate de potassium pour augmenter la croustillance des pains. Très cancérigène, qui entraîne l'infertilité aussi et l'impuissance sexuelle. Et quand nous prenons... allez-y. Quand nous prenons l'eau de la Sonèbe aujourd'hui, il n'y a aucune méthode aujourd'hui, en tout cas au Bénin, qui enlève les métaux lourds et les polluants purement chimiques, métaux lourds, dans l'eau de la Sonèbe. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Aucune méthode pour enlever les métaux lourds, aucune technique. Alors que, en tout cas, cela n'engage que vous. Nous savons tous que ces métaux lourds sont cancérigènes. Et pourtant, je dirais, dans toutes les maisons aujourd'hui, même le plus démuni a, je dirais, boire de l'eau potable. Et nous savons tous que le chlore utilisé, c'est cancérigène et les gens font un surdosage. Donc, par exemple, à ce niveau... Est-ce à dire que nous devons éviter l'eau de la Sonèbe et nous, en tout cas, utiliser simplement nos eaux de pluie? À ce niveau, il faut tenir compte de la pollution exposée donc, par les polluants atmosphériques à l'eau pour mieux purifier l'eau avec des techniques, d'où l'intervention des politiques et des décideurs. Mais la plupart, excusez-moi, c'est comment faire campagne. Bon, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, pour compléter, je dirais, je résumerai en disant qu'il faut une véritable politique de production agricole, disons agro-pastorale, puisque c'est la production végétale bien menée qui permettra à la production animale de se, disons, suivant les conseils du zootechnicien, de bien être conduite pour améliorer, pour réduire les taux de production en méthane et ainsi de suite. Et ce faisant, les conséquences se ressentiront sur la santé. Vraiment. Parlons de gestion
les barrages, gestion de l'eau. Il faut de la gestion de l'eau pour faire déjà des économies à ce niveau-là. Nous sommes dans un pays où la ressource eau est négligée. Oui, allez-y. Négligée, laissée... La ressource eau est négligée. La ressource eau est négligée, mal entretenue. Oui. En exemple, quand il parle quand mon collègue parle du cas du chlore, rien qu'à Cotonou, à Fidjrosset, prenez l'eau le matin, ça mousse. L'eau de la Soneb mousse. C'est l'effervescence encore du chlore dans cette eau-là qui fait ça. Ben là, je dois alors dire que quand nous prenons directement même l'eau de la Soneb et on consomme, automatiquement, c'est que là, c'est encore plus dangereux. C'est dangereux. Il faut une véritable politique de gestion de nos ressources naturelles pour réduire un tant soit peu la pollution et de ce fait les changements climatiques. Donc, pour pallier ces changements climatiques-là, en général, on parle de 3 mécanismes. Le mécanisme d'adaptation, les mécanismes d'atténuation d'abord, c'est-à-dire réduire les sources de production de polluants, de sources de produits, des gaz à effet de serre. Ça, c'est l'atténuation. L'adaptation, prendre en compte les mesures des populations endogènes, puisque ce sont elles qui ont d'abord perçu les choses, les différents changements dans le climat d'année en année et qui ont interpellé de ce fait les chercheurs, les politiques sur la question. Mais dans ce questionnement-là, elles se sont habituées, elles ont pris en compte des aspects naturels pour faire face à ces différents écueils-là. Il faut prendre en compte ces aspects-là pour mener à bien pour une santé de la population améliorée. Docteur Tossa? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et sur lesquelles j'aurais bien aimé revenir, mais je ne sais pas si je vais me rappeler de tout. On commence quand même, on y va d'abord? Oui, alors moi je ne connais pas du tout la qualité de l'eau de la Soneb. Parce que je bois de l'eau en bouteille pour éviter de tomber malade si je suis là pour quelques jours, quoi. C'est tout simplement ça. Mais par contre, ce que je sais, c'est que quand on parle de l'eau potable, c'est tout simplement de l'eau qui respecte les critères de potabilité. Et je sais que les critères de potabilité diffèrent d'un pays à l'autre. Et c'est pour ça que, par exemple, quand moi, venant de France, j'évite par exemple de boire de l'eau de robinet d'ici parce que je sais que ce n'est pas les mêmes critères de potabilité. Je sais que si je bois de l'eau de robinet, je l'ai déjà fait, 2 jours après, ça y est, je suis malade, j'ai mal au ventre et voilà. Mais tout simplement parce que la qualité bactériologique n'est pas du tout la même. Il y a plus de déchets collés dans l'eau d'ici que par exemple dans l'eau de la France. Alors, donc pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça tout simplement pour revenir sur ce que Brice a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si dans les critères de potabilité de l'eau d'ici, c'est prévu effectivement de traiter l'eau par rapport à ces métaux lourds. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les traiter. Nous avons également des produits. Bon, je ne cite pas de nom ici, mais on fait assez de publicité autour. Mais est-ce que tout ceci peut nous aider à réduire rapidement? Ces produits ne se basent, le produit en l'occurrence dont vous parlez, n'agit que sur le côté bactériologique, microbiologique, pas sur les métaux lourds. Oui, ça ne va pas agir sur les métaux lourds. Ça n'a aucune action sur les métaux lourds. C'est un autre traitement, ça. C'est un autre traitement. Il ne faut pas oublier que ces métaux lourds-là sont cancérigènes, tératogènes, c'est-à-dire affectent de façon drastique la qualité du sperme et tout. Et ça se transmet de génération en génération. Vraiment. Donc, maladie cardiovasculaire, infertilité, cancer, tout et tout, le tout revient, je dis, se résume, ou je dirais, à une cause. Blocage des glomérules rénales. Bon, alors, on n'est pas là pour faire peur à la population. En tout cas. Voilà, mais c'est que là, changement climatique et nous ne sommes pas épargnés. Ce que moi je dois compléter, c'est que c'est bien vrai qu'il y a tous ces éléments actuellement, mais qu'on le veut ou non, il y a des mesures qui sont prises. Peut-être que ce n'est pas des mesures coordonnées, ces mesures existent. Quand je prends le cas des aménagements hydro-agricoles,
Actuellement, je sais que le MAEP a changé d'organigramme. Oui, très rapidement. Très rapidement. Et puis, il y a une agence qui a été créée spécialement pour faire les barrages hydro-agricoles, pas des barrages, pour les retenues d'eau, en termes de parer à la sécheresse chronique. Les autorités pensent à la chose. Pensent à la chose. En ce qui concerne la SONEM, je sais très bien qu'il y a plusieurs fois des cas de polémique sur voilà, l'eau, des fois on ouvre et puis c'est noir. Ils ont toujours dit que l'eau était potable. Voilà. Suivant les conditions et les critères qui sont retenus dans notre pays comme critères de potabilité. Donc nous ne devons pas nous inquiéter. Ce qui est sûr, les autorités ne vont quand même pas tuer toute la population. Exactement. Qui va voter pour eux après. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres cas de pollution récurrentes. Par exemple, les piles que nous jetons dans l'état d'océan ne se fait pas. Et les jeux de vidange que nous laissons sur la terre, où ça va dans la nappe phréatique, les intrants agricoles utilisés, n'importe comment, ça pollue les cours d'eau aussi. Et je sais aussi qu'il y avait une société qui était installée sur le lac Noko au niveau du deuxième pont, qui a eu des problèmes d'exportation des crevettes parce que les crevettes et autres. Les crevettes avaient été revisées par l'Union européenne parce qu'il y avait des niveaux de mercure élevés dedans. Donc nous avons des problèmes de métaux lourds au Bénin, ça c'est vrai. Maintenant, il faut qu'on sensibilise la population pour qu'elle change de comportement. La population, d'accord, des comportements à modifier, mais au niveau des autorités, que faire? Donc moi j'insiste sur le fait que on doit avoir des structures bien entraînées pour faire face, tout en identifiant les risques qui nous menacent, ce qui nous menace en termes de catastrophes naturelles dans ce pays. On doit avoir des structures pour faire face à ça. Alors la deuxième chose que moi j'ai envie de dire, il faudrait qu'on aille qu'on quitte de plus en plus le bois énergie pour aller de plus en plus vers une énergie électrique où on émet beaucoup moins de CO2. Et nos panneaux solaires. Mais par exemple, voilà, les éoliennes, les panneaux solaires, il y a du potentiel dans ce pays pour le faire. Donc, on peut aller vers des choses comme ça et sortir la population progressivement. En plus, il y a des conséquences sanitaires. Mais s'il en est ainsi, est-ce qu'il ne faudrait pas également subventionner le gaz? Ah ben, je dis, alors le gaz a ses conséquences aussi. Ah ben dis donc, le gaz a ses conséquences aussi. Non, mais il faut aller, mais c'est pas, voilà, en fait il faut avoir une vision à long terme. On ne peut pas sortir tout de suite de ce genre de choses parce que déjà il faudrait qu'on ait de l'électricité. Mais néanmoins ça réduit quand même, le gaz réduit un peu, comparativement au bois, au charbon, ça réduit quand même les conséquences. Alors, le monoxyde de carbone, vous savez ce que c'est? Le CO2, c'est du dioxyde de carbone, le gaz carbonique. Le monoxyde de carbone, c'est un seul atome d'oxygène. C'est ça le monoxyde de carbone. C'est le gaz, si vous voulez, c'est la première cause de décès toxiques en France. Et c'est lié au gaz. D'accord? Oui. Voilà. C'est quand vous faites de la combustion incomplète du gaz, au lieu de fabriquer du CO2, il n'y a pas suffisamment d'oxygène, donc vous allez fabriquer du CO. Et le CO tue. On l'appelle le silent killer. C'est un tueur. Voilà. Vraiment tranquille. Mais je ne vous arrache pas la parole, mais rapidement, pour terminer, des dispositions à prendre pour quelques mots, bien sûr, pour l'amélioration de la santé. Permettez-moi de rester dans mon domaine parce que ce qu'on a remarqué au niveau des producteurs, quand on leur donne les sacs des intrants, dès que la récolte vient, ils prennent les sacs des intrants sans laver, ils mettent les denrées dedans, le maïs, l'arachide et tout. Donc, je pense qu'il faut essayer de les sensibiliser pour qu'ils arrêtent ces genre de pratiques. Parce que ce faisant, les céréales, c'est nous qui les consommons, donc nous injectons des intrants agricoles. Vraiment. Ce qui n'est pas bon pour notre santé. Donc, ce que je vais dire en 2 mots, il faut qu'on éduque les paysans sur les comportements responsables à avoir. Merci pour tout ce que vous avez eu à nous apporter comme information sur le changement climatique et son rapport avec la santé, qu'elle soit humaine, végétale, animale, et en tout cas, et tout ce qui a rapport à la santé. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se dit à la prochaine pour d'autres numéros du Forum du jour. À très bientôt.